Merci, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet financier de la convention de concession de l'autoroute A69. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue, Monsieur Fabien Balderelli, ainsi qu'à Madame Charlotte Coupé. C'est la troisième fois que vous vous mettez à la disposition de la commission d'enquête et je souhaitais ici vous remercier une nouvelle fois de votre présence à cette audition. Après vous avoir entendu sur le volet environnemental, puis sur la tarification des péages, nous souhaitons aujourd'hui approfondir avec vous le volet financier de la convention. Madame la rapporteure vous a adressé un questionnaire très dense, très complet, et vos réponses permettront de disposer en toute transparence des informations sur le concours public apporté par l'État d'un montant de 11,56 millions d'euros, son actualisation en application de l'annexe 21 de la Convention, le sens de l'article 23 du cahier des charges, la raison de la fixation d'un seuil à plus de 4 milliards d'euros pour mettre fin à la concession à la demande de l'État, le régime des recettes, celui de la redevance. J'arrête ici l'énumération. Je pense que nous aurons l'occasion de vous entendre sur tous ces sujets et je vous en remercie. Je me permets de vous rappeler que cette audition est donc publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et que donc en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander préalablement de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Madame Coupé, Monsieur Balderelli, messieurs, je vous remercie et je vais donner la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arigui. Merci, Monsieur le Président. Je remercie donc à mon tour Madame Coupé et Monsieur Balderelli de venir à nouveau devant notre commission d'enquête et de se tenir ainsi à la disposition du Parlement. Alors, comme je l'ai rappelé lors des précédentes réunions, nous poursuivons avec vous un cycle d'audition consacré au volet financier de la Convention, puisqu'on l'a articulé, volet environnemental, volet économico-social et tarifs et volet financier, centré donc principalement sur l'équilibre de cet équilibre financier, comme vous avez pu le constater, à la lecture du questionnaire que je vous ai envoyé. Alors bien entendu, comme tout est lié, tout est imbriqué, nous aurons évidemment l'occasion de revenir éventuellement sur le volet environnemental, éventuellement sur le volet économico-social et les tarifs, puisque s'agissant des tarifs, nous sommes encore dans l'attente d'un courrier qui va vous parvenir sur les taux plafonds et pour lequel vous pourrez nous répondre précisément. Et donc le volet financier aujourd'hui, avec les allers-retours dont je viens de vous parler. Nous aurons donc en premier lieu besoin de comprendre comment le concours public de l'État aux concessionnaires, les 11,56 millions, a été négocié et déterminé, et si ce montant différent, et si un montant différent avait été envisagé. J'ai d'autres questions liées à ce concours, notamment le stade de l'échéancier du versement auquel l'État se trouve actuellement, même si, avec les auditions des collectivités locales, nous avons pu à peu près déterminer ce qu'il en était, et puis que, compte tenu de l'article 5 de l'annexe 21, à quelle somme pourrait être évalué le total des versements au regard de la clause d'actualisation. C'est un point sur lequel les participants des collectivités locales au concours public n'ont pas su nous répondre. En deuxième lieu, les clauses de refinancement comme de seuil de fin anticipée de la concession ont retenu toute mon attention. Ce sont des questions qui sont autant techniques que politiques. En troisième lieu, il est logique de vous interroger sur les recettes prises en compte dans le calcul du partage des fruits de la concession et sur l'estimation du coût d'une renonciation au projet si la sagesse venait enfin imprégner le gouvernement, compte tenu des atteintes portées par cette autoroute à l'environnement. Enfin, je vous ai envoyé une série de questions relatives au plan de financement de la société concessionnaire, sur les redevances et sur les recettes commerciales, avec un point particulier sur la production potentielle d'électricité photovoltaïque et sur l'usage des recettes qui en découleraient. D'ailleurs, à ce point, les différentes auditions nous ont appris, et les élus nous ont appris qu'ils avaient appris par la presse le changement du pacte actionnarial. Dans ce pacte actionnarial à Saint-Die, une part, on nous a dit, c'est à Saint-Die qui nous a répondu que c'était une erreur, mais dans les changements de statut au Palinvest en termes de Sud Développement, également, on voit apparaître NGE Concession A69, actionnariat unique Thierry Baudard. Je lui ai posé la question sur ces deux entités, NGE Concession et NGE Concession A69. Il n'a pas semblé se souvenir. La question lui a été posée par écrit. Il doit donc nous répondre, mais vous pourrez peut-être nous éclairer également. Également, vous pourriez nous éclairer, puisque tout le monde semble découvrir à la lecture du contrat ou à la lecture de la presse ou suite à la commission d'enquête
bien des éléments dans ce dossier, et notamment ce que je viens d'évoquer sur la production potentielle d'électricité photovoltaïque, couvert par le secret des affaires dans le contrat. Et donc, ma question également, puisque y compris les élus nationaux, y compris les élus locaux l'apprennent par la commission d'enquête, qui décide du secret des affaires, Monsieur Balderelli? Quand décide-t-on du secret des affaires? Pendant combien de temps décide-t-on du secret des affaires? Pendant 55 ans? Puisque celles qui ont essayé de consulter ce dossier à l'issue, évidemment, de la procédure d'appel d'offres, et alors même que le contrat était signé, n'ont pas pu consulter toutes ces mentions qui étaient grisées. D'ailleurs, je vous remercie une nouvelle fois, Monsieur Balderelli, de m'avoir envoyé les deux versions, la version grisée et la version non grisée, puisque comme ça, je sais effectivement ce qui est couvert précisément par le secret des affaires. Et donc, quid de la validité des procédures d'enquête publique ou même d'autorisation environnementale, quand en effet tout ne peut pas être porté au débat public et à la contradiction, puisque nous découvrons également un schéma régional des carrières avec apport de 2,6 millions de tonnes de matériaux sur place, donc vous imaginez la noria de camions, mais également le fait qu'Atosca nous avait indiqué avoir trouvé des moyens de sobriété, on l'en félicite, et de réutilisation des matériaux sur place, qui évitaient d'avoir à ouvrir des carrières, en tout cas sur le Tarn, puisque cela avait été envisagé à un moment donné. Donc nous souhaitons avoir également des réponses sur ce point. Et enfin, évidemment, sur tous les points du questionnaire. Alors, j'avoue que là, il est quand même très fourni, puisque ça fait à peu près 5 pages de questionnaire. Nous n'aurons peut-être pas le temps de tout évoquer. Donc, ce que je vous propose, c'est, puisque ce sont des questions très techniques, d'y répondre question par question, et de façon à ce qu'on puisse se retrouver dans à la fois les questions posées et les réponses qui sont faites. Et si nous n'avions pas le temps de tout traiter, évidemment d'y répondre par écrit. Je tenais également à vous remercier de m'avoir adressé les 2 cartons la veille de notre rencontre concernant les appels d'offres. Nous ne manquerons pas de les exploiter, de les regarder et notamment de nous assurer par ce biais-là du plan de financement. Mais sur le plan de financement, on voit bien que les questions et les réponses que vous ferez certainement pourront nous être fort utiles pour mieux comprendre les éléments qui nous ont été communiqués. Enfin, une dernière question qui reste pour l'instant en suspens, à savoir la question de la vanne SE, qui avait été, mais on reposera la question à l'autorité de régulation des transports, qui avait été calculée à 508 par Atosca, qui a ensuite été recalculée par le commissariat général investissement à 98, et qui a été recalculée ensuite par Atosca à 788, sans qu'il y ait de contre-expertise, alors même que cette vanne SE, dans le document F5, que vous connaissez sans doute très bien, soit calculée sur 115 ans, sans prendre en compte, évidemment, l'apport en nature, dont nous nous posons la question de sa qualification à la fois comptable et juridique. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de l'ensemble des questionnements. Ils sont très nombreux, foisonnants, mais je ne doute pas qu'ayant une parfaite maîtrise de ce dossier, que vous puissiez y répondre dans leur globalité et dans leur entièreté et avec précision. Je vous remercie de votre écoute et maintenant à vous. Merci Madame la rapporteure, Monsieur Balderelli, pour les réponses au questionnaire de Madame la rapporteure. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, Mesdames les députés, Mesdames les députés. Je vais prendre les éléments dans l'ordre dans lequel vous les avez rappelés. Et bien évidemment, si vous souhaitez approfondir les questions, en poser d'autres, n'hésitez pas à m'interrompre. Les concours publics, alors c'est un sujet effectivement qui nécessite d'y revenir et de la façon dont on construit un projet au cours de sa vie. Lors de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Donc l'État doit préciser les modalités de financement de l'ouvrage. Par ailleurs, c'est à ce moment où l'État se rapproche des collectivités de manière à définir la façon dont le projet va se faire, c'est-à-dire dont les concours publics éventuellement nécessaires seront financés. Donc on a à cette étape une approche prudente,
une approche prudente parce qu'il est plus facile d'annoncer de bonnes nouvelles aux collectivités que d'annoncer de mauvaises nouvelles. C'est plus facile de dire que l'appel d'offres a été performant et les subventions sont inférieures à ce qui était prévu plutôt que d'annoncer de mauvaises nouvelles. Et on a également vocation à être prudent parce que la date à laquelle et les conditions de compétition d'appel d'offres sont changeantes. Je vais donner juste un élément d'illustration. Ces projets font appel à des financements privés externes, à des financements bancaires. Les banques prêtent sur la base d'un taux, donc qui fait l'objet d'une opération de couverture à long terme de manière à avoir un taux fixe, une opération dite de swap. Ces taux sont extrêmement variables et les 5 dernières années ont montré une très grande variabilité de ces taux. Lorsque un projet est déclaré d'utilité publique à la date T, la procédure de mise en concession peut être réalisée à T+1, T+2, T+3, et donc il est prudent de prendre en compte une évaluation de taux qui ne correspond pas exactement au taux le plus faible possible tel qu'il pourrait être dans les conditions de l'appel d'offres, mais de prendre une certaine marge de manœuvre par rapport à ce taux, puisqu'on peut avoir des taux qui varient, qui prennent 200, 300, 400 points de base dans des temps qui sont quand même assez brefs. Les taux courts en 2018-2019 étaient à entre 0,5 et 1%. Aujourd'hui, ils sont à 3,5%. Donc on a 300 points de base et ils sont même montés jusqu'à 4%. C'est taux long. On parle des taux de référence de l'OAT 30 ans, ce qui est une donnée qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Donc c'est des données qui sont extrêmement variables. Et évidemment, ces taux d'intérêt, ces conditions financières vont avoir un impact très important sur la subvention d'équilibre. Donc on a d'abord une approche prudente, et puis on a des éléments qui peuvent être très variables en fonction des conditions de l'appel d'offres, et donc il est normal qu'on prenne en compte une certaine marge. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2000, donc dans le cadre de l'étude préalable à la déclaration d'utilité publique, et ça aboutit à un montant estimé de concours public de 230 millions d'euros. Alors 220 millions d'euros avant la déclaration d'utilité publique, puisque dans le cadre de l'enquête publique, il a été demandé et décidé postérieurement à l'enquête publique de rajouter notamment un demi-diffuseur, donc de rajouter des coûts supplémentaires dans cette opération qui ont marginalement modifié cette estimation des concours publics. Donc ça, ce sont les conséquences sur lesquelles le projet a été déclaré d'utilité publique, 230 millions d'euros de subventions. Assez classiquement, l'État... mais comme c'est le cas pour les opérations concédées ou pour les opérations sur le réseau non concédé dans le cas des CPER, pour les opérations d'aménagement du réseau ferroviaire, pour les opérations d'aménagement du réseau fluvial, enfin toutes les infrastructures de transport, il y a un cofinancement qui répartit les concours publics entre l'État et les collectivités. Pour les autoroutes concédées, on est le plus souvent sur une répartition 50-50, 50% État, 50% collectivité. Ce n'est pas réglementaire, mais c'est une pratique courante qui a été utilisée sur des appels d'offres par le passé. Ça a été utilisé sur le contournement de Strasbourg, ça a été utilisé sur la 88 Caen-Alençon, ça a été utilisé sur la 65, ça a été utilisé sur la 19, c'est classiquement utilisé. On peut d'ailleurs utiliser des clés de répartition qui sont différentes. Dans le cas de l'autoroute A88 entre Falaise et C, la clé de répartition entre l'État et les collectivités était de 30% pour l'État, 70% pour les collectivités. Dans le cadre de l'opération de la liaison Machy-Thonon, l'autoroute A412, qui dans la procédure est encore en cours, la clé de répartition est 100% pour les collectivités et 0% pour l'État. Ça dépend des accords qui sont envisagés le moment venu. Enfin, sur l'autoroute A69, on était sur une répartition très classique, 50-50. Bon. Donc l'État et les collectivités se sont chacun engagés sur la moitié des 230 millions d'euros, et c'est ainsi que les collectivités s'étaient engagées avant qu'on lance l'appel d'offres, puisque évidemment on lance l'appel d'offres une fois qu'on est sûr qu'on va aller au bout sur ces montants. Dans le cadre de l'appel d'offres, l'objectif c'est d'obtenir l'offre la mieux disante, pas la moins disante, mais la mieux disante, et donc on va prendre en compte un certain nombre de critères, les concours publics bien évidemment, c'est quand même la base du code de la commande publique, de faire en sorte que on ait le meilleur prix pour les collectivités publiques, le montant des tarifs, donc également on prend en compte le fait que le concessionnaire va proposer le tarif le plus faible possible, c'est lui qui va proposer ce tarif, donc il y a des hypothèses qui sont faites au niveau de l'enquête publique, donc évidemment quand on fait cet équilibre, quand on cherche ces 230 millions d'euros, on prend à la fois des hypothèses sur des tarifs, des trafics, des conditions financières, un coût d'opération, donc c'est cet ensemble qui va donner ce montant de 230 millions d'euros. Donc les concessionnaires sont également incités par les critères de l'appel d'offres à faire
le montant de tarif de péage le plus faible possible. On prend également en compte les enjeux techniques, c'est-à-dire la valeur environnementale du projet. J'ai déjà détaillé lors de ma première intervention les engagements supplémentaires qui avaient été pris par Atosca. On pourrait y revenir si vous voulez, mais enfin, on prend en compte ces éléments-là. On prend en compte également la robustesse financière, c'est-à-dire la capacité du projet à supporter des aléas, des coûts plus importants, des trafics plus faibles que prévu. Donc on prend en compte ce critère de robustesse. Et le dernier élément pris en compte, c'est la qualité du service à l'usager, donc les critères d'exploitation. Le service à l'usager, ça va être le nombre de places de covoiturage, ça va être les moyens que celui-ci va mettre pour assurer l'exploitation. Donc on prend en compte l'ensemble de ces critères, et c'est sur ces critères qu'on va déterminer le mieux disant. Il se trouve que l'appel d'offres de la 69 a été particulièrement performant sur les concours publics. Donc on est passé de 230 millions d'euros à 23 millions d'euros. Alors 23 millions d'euros, c'est en euros constants. Donc comme vous l'avez identifié effectivement, et de la même façon que les tarifs de péage sont indexés, les concours publics sont indexés. Alors, ils seront indexés sur la période dans laquelle ils seront versés. Les concours publics sont versés sur la période de construction, donc à la signature. Et le dernier versement de concours public, c'est juste après la mise en service. Les tarifs de péage, eux, bien évidemment, ils commencent à s'indexer à la mise en service, puisqu'avant, il n'y en a pas, pendant toute la durée de la concession. Mais on est sur la même logique d'indexer. D'ailleurs, on retrouve les modalités d'indexation des concours publics pendant la période de construction sont les mêmes que les modalités d'indexation des concours publics à la mise en service. On utilise les mêmes clés de répartition entre les différents index, TP01, 02, 03, 09, 13, qui sont représentatifs des coûts. Donc, comment on explique cette baisse de près de 200 millions d'euros, environ 200 millions d'euros d'amélioration de la performance? Alors, on a grosso modo, donc on a essayé de faire cet exercice. Alors, je vais donner des ordres de grandeur parce qu'évidemment, tous les paramètres sont liés entre eux, donc c'est difficile d'identifier les différents paramètres entre eux. On a un premier quart de baisse qui est expliqué par la baisse du coût de construction proposé par Atosca par rapport au prix objectif qui avait été fixé par l'État. Le projet coûte moins cher. C'est un risque qui est pris par le concessionnaire, je le rappelle, c'est-à-dire que si la construction coûte plus cher à Atosca, c'est son risque, et donc du coup les péages ne seront pas augmentés, ou il n'y aura pas de concours public supplémentaire, enfin en tout cas c'est son risque. Donc lui a pris le risque de proposer un prix d'opération plus faible que celui qui avait été anticipé par l'État. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que ça va coûter moins cher, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça s'explique, c'est-à-dire que dans le cadre de l'analyse des offres, on essaie de vérifier que cette baisse du coût correspond à des éléments. Donc on a une optimisation du projet qui a été faite par le concessionnaire, notamment il réduit l'emprise. Il réduit l'emprise parce que le projet est un petit peu différent de celui qui a été déclaré d'utilité publique, notamment le flux libre, conduit à réduire l'emprise du projet. Donc là, on gagne de la surface, donc c'est assez logique que ça coûte moins cher. Il a également procédé à une optimisation extrêmement fine des mouvements de terre, ce qu'on appelle les mouvements de terre, c'est-à-dire la capacité à recycler sur site les déblais qu'il va faire pour les remblais qu'il va utiliser. Donc le concessionnaire n'a pas besoin d'apport de matériaux. Il n'a pas besoin d'apport de matériaux, c'est son offre. Après, ce qu'il y a dans le schéma directeur des carrières, écoutez, je peux suggérer une hypothèse, c'est que le schéma directeur des carrières, schéma régional des carrières, ait été réalisé sur la base des éléments de l'enquête publique et n'ait pas été actualisé de l'offre d'Atosca, en tout cas dans son offre. C'est postérieur, il a été approuvé en février 2024, il a été élaboré sans doute largement avant un certain nombre de consultations. Donc, en tout cas, c'est une hypothèse que je formule. Je ne suis pas responsable de l'élaboration du schéma régional des carrières, mais en tout cas, le projet d'Atosca est optimisé en termes de mouvement de terre. C'est le projet qui a été approuvé par l'État, qui a été approuvé postérieurement d'ailleurs, puisqu'on a approuvé par décision ministérielle le projet, et les mouvements de terre sont équilibrés. D'une certaine manière, son offre est optimisée, son coût est plus faible compte tenu de cette hypothèse qu'il a formulée, notamment avec des hypothèses extrêmement ambitieuses de recyclage de matériaux, c'est-à-dire que du coup, on a dans des mouvements de terre, on va utiliser des déblais pour faire des remblais.
évidemment, ces remblais doivent avoir des caractéristiques techniques, des caractéristiques physiques qui permettent de supporter une autoroute dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire qu'il y a des techniques qui permettent de le faire en traitant à la chaux ou en traitant par d'autres moyens ces déblais. Si d'aventure le concessionnaire avait besoin d'emprunt, ce serait son risque en termes de coût. Il me semble, de ce que j'ai vu dans le projet technique du concessionnaire, que celui-ci a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir équilibrer ses mouvements de terre. Et donc, c'est un élément qui explique cette optimisation du coût du projet. Donc ça, c'est le premier paramètre, un quart à peu près de la baisse. C'est l'amélioration, un coût du projet optimisé par rapport à celui qui avait été pris en compte par l'État. Deuxième paramètre, c'est des prévisions de trafic un peu plus optimistes par rapport à celles qui avaient été envisagées par l'État. Donc c'est déjà un sujet qui a été largement évoqué dans le cadre de cette Assemblée, j'y reviens pas. Grosso modo, on a à peu près un gros quart supplémentaire qui explique cette baisse des concours publics. Évidemment, s'il y a des trafics plus importants que prévu, il y a plus de recettes, et s'il y a plus de recettes, il y a moins de subventions. D'une certaine manière, ça c'est très mécanique, ça se comprend assez bien. Là encore, c'est le risque du concessionnaire. C'est-à-dire que dans le cas de son offre, Atosca a fait des hypothèses qui le conduisent à retenir des prévisions de trafic plus importantes que celles qui avaient été faites par l'État. Si les trafics ne sont pas réalisés, c'est son risque, c'est lui qui en assumera les conséquences. Que les trafics d'ailleurs soient ceux qui avaient été prévus par l'État ou plus faibles que ceux qui avaient été prévus par l'État. Donc c'est son risque intégralement. Inversement, si les trafics sont supérieurs à ce qui a été prévu, ce sera une bonne nouvelle pour lui, modulo les conditions de partage de la bonne fortune telles qu'elles sont prévues au contrat. Peut-être, monsieur le Baldarelli, comme vous nous l'avez proposé, je vous en prie. On puisse peut-être vous interrompre à ce stade-là. Moi, j'aurais quand même une question en amont, et après je vais donner la parole à madame la rapporteure. On a interrogé les différentes collectivités territoriales. Au fond, il leur a été posé la question de savoir comment elles étaient au courant du pourquoi de cette baisse de la subvention d'équilibre. Certains ont parlé d'heureuse ou de divine surprise, etc. Et en réalité, eux nous ont dit, mais on n'était absolument pas du tout au courant. Vous nous confirmez que dans le cadre d'un appel d'offres, vous ne concertez pas les collectivités territoriales pour savoir si oui ou non on fait appel à telle ou telle société en fonction de l'offre qu'elle fait par rapport à ce degré de concours public. Voilà, c'est un élément de compréhension pour nous parce que voilà, on peut donner le sentiment en posant la question aux collectivités territoriales qui nous disent on est au courant de rien, qu'il y a peut-être quelque chose de flou. En réalité, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans le cadre d'un appel d'offres, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous le confirmer. Madame la rapporteure. Oui, la question que j'ai posée aux collectivités locales, c'est quand ils ont été informés à l'issue des appels d'offres et à l'issue du contrat, du concours financier qu'ils devraient apporter. Donc tout était bouclé au niveau appel d'offres et tout était bouclé au niveau du contrat et le contrat lui-même était signé. Et donc ils nous ont indiqué, à l'issue de toute cette procédure, on n'est pas dans le cadre de l'appel d'offres, on n'est pas dans le cadre de la signature du contrat, mais bien au moment où la préfecture rencontre les élus, leur fait part du concours financier qu'ils doivent avoir et leur dit qu'en effet, ce sera 10 fois moins. Donc évidemment, ils sont contents, mais n'ont pas de réponse, ou en tout cas n'ont peut-être pas posé la question. Pour l'instant, je ne sais pas, concernant ceci. Donc on n'est pas du tout dans le cas de figure qui était évoqué par Monsieur le Président. Moi, je voulais vous interrompre, mais c'était vraiment juste un tout petit détail, mais qui a quand même son importance par rapport aux questions qui viendront après sur la Vanesseux. Concernant les études de trafic, c'est peut-être un détail, mais les études de trafic 2024 ne sont pas sur le site du ministère aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est juste un retard administratif ou est-ce que vous avez des interrogations à ce sujet ? C'est un détail peut-être, mais qui est de l'importance si on veut en effet corroborer par rapport aux éléments qui ont été donnés par Atosca et aux éléments évidemment sur lesquels vous avez contractualisé avec des prévisions, comme vous nous le dites, qui constituent un quart du baisse du prix pour des trafics, une prévision de trafic plus optimiste qui ont été porté par Atosca, et on aimerait bien pouvoir, sur 2024, corroborer ces éléments. Donc, si vous n'avez pas la réponse, à tout le moins, de dire que nous sommes dans l'attente de ces chiffres qui ont 3 mois de retard par rapport à d'habitude sur le site. Monsieur Baldarelli.
Alors, je vais répondre à Monsieur le Président, si vous voulez bien. Je vous confirme effectivement que dans nos processus, compte tenu du fait que ce sont des procédures de commande publique, donc elles doivent être réalisées dans le cadre d'une plus grande confidentialité, les collectivités sont informées du lancement de la procédure. Avant la désignation du lauréat, donc c'est pas après, mais c'est avant la désignation du lauréat, donc elles ont été réunies le 6 septembre, on a fait un comité de pilotage le 6 septembre 2021, le lauréat a été énoncé fin septembre, donc on leur a présenté les offres, évidemment les offres qui ont été déposées par les candidats, négociées, donc du coup on ne les a pas associées au processus de commande publique, en revanche on leur a présenté les offres avant le choix de l'État. Ça nous semble normal que les collectivités cofinanceuses, avant de découvrir dans la presse le nom du lauréat et les caractéristiques de son offre, soient associées aux éléments principaux de l'offre. Et donc, effectivement, on leur a présenté les tarifs, les concours publics. Elles ont été, je vous le confirme, plutôt satisfaites, effectivement, de la performance de l'appel d'offres. Pour ce qui est des trafics, alors vous faites référence à un retard dans la prévision, dans l'annonce de trafic. Je ne crois pas qu'on affiche sur le site du ministère les trafics de chacune des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Je ne crois pas. Alors vous nous direz à quoi vous faites référence. Là, je ne vois pas. Enfin, en tout cas, le concessionnaire a fait ses prévisions de trafic. Il a fait surtout ses prévisions de recettes en réalité, puisque du coup c'est ça qui va déterminer son équilibre économique. Dans l'annexe 18, vous avez une chronique de XCN qui sont les prévisions de recettes du concessionnaire. Donc ce sont évidemment des éléments qui ne sont pas des éléments publics parce que couverts par le secret des affaires. En revanche, ce sont des éléments auxquels vous avez eu accès dans l'annexe 18. Vous avez la chronique des recettes du concessionnaire, puisque c'est sur la base de ces chroniques de recettes qu'on va mettre en œuvre les dispositifs de partage des fruits s'il y a lieu. Voilà. Donc ça, c'est donc deuxième partie. Donc premier quart, la baisse du coût. Deuxième quart, des prévisions de trafic plus ambitieuses. Troisième élément qui représente grosso modo la moitié de la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'amélioration des conditions financières et c'est l'optimisation financière qui a été proposée, qui est intrinsèque dans l'offre d'Atoscar, avec des éléments exogènes, notamment les taux d'intérêt. On était quand même, les offres ont été formalisées dans le courant de l'année 2021 et donc on est dans une période d'étiage pour ce qui est des taux d'intérêt. Donc bien évidemment, ça permet d'avoir une offre beaucoup plus avantageuse que celle qui pouvait avoir été prévue. Et donc c'est cet élément d'optimisation financière. Donc alors c'est essentiellement la dette, mais également la structuration des fonds propres, la répartition entre la dette et les fonds propres, la maturité qu'on peut avoir de ces différents financements, qui explique la troisième partie, qui représente une grosse moitié de l'amélioration de la performance des concours publics par rapport à ce qui était prévu. Je précise, parce que c'est extrêmement important, que, en revanche, le concessionnaire, enfin en tout cas Atoscar, donc le concessionnaire lauréat, s'est positionné à un niveau de tarif qui est celui de l'enquête publique. C'est-à-dire que l'amélioration des concours publics par rapport à ce qui était prévu ne se fait pas au détriment des usagers, puisque les usagers sont dans l'offre d'Atoscar à un niveau de tarif qui est celui qui avait été envisagé par l'État dans le cadre de l'enquête publique. Donc on connaît les tarifs. Pardon ? Donc on connaît les tarifs. Alors, on connaît les tarifs en euros constants, c'est-à-dire que ce qu'on a comparé, oui, mais d'une certaine manière, dans l'enquête publique, on a donné une hypothèse de tarif en euros constants, puisque d'une certaine manière, quel que soit finalement le montant en euros constants, les conditions d'actualisation seront les mêmes. Donc pour pouvoir comparer cet élément, on va comparer, nous, des euros constants. Si vous me posez la question, vous me l'avez déjà plusieurs fois posée, quels seront les tarifs qui seront appliqués, ça dépend des conditions d'actualisation de ces tarifs. Si on compare les tarifs par rapport à ce qui avait été prévu par l'État, on compare des tarifs en euros constants, et je vous confirme, en fait, je l'avais même d'ailleurs déjà dit, que les tarifs en euros constants qui sont proposés par le concessionnaire sont rigoureusement similaires à ceux qui avaient été pris en compte par l'État dans le cadre de l'enquête publique. Autrement dit, l'amélioration, la baisse très importante de la subvention d'équilibre n'est pas la conséquence de tarifs plus importants. Les tarifs sont les mêmes. Ce qui l'explique, ce sont ces trois paramètres: des trafics plus optimistes, au risque du concessionnaire,
un coût plus faible au risque du concessionnaire et une structure financière optimisée, et notamment des conditions de taux plus faibles. Alors, au risque du concessionnaire, maintenant, il a swappé, donc c'est-à-dire qu'il a structuré ses conditions de financement, et donc il a fait prendre aux banques des engagements à long terme avec une opération de swap. Et donc, pour le coup, ça, c'est plus un risque pour lui, puisque les taux sont maintenant parfaitement connus pendant la durée des financements bancaires. Y compris pour les camions. Pardon ? Y compris pour les camions. Alors, mais quoi pour les camions ? Parce que je ne trouve rien sur le sujet des camions, justement. C'est-à-dire les tarifs pour les camions ? Oui. Vous avez dans le contrat de concession à l'article 25 le montant en euros constants du tarif plafond pour les véhicules légers, donc vous avez un tarif de 10,6 centimes d'euros par kilomètre, qui est en article 25 du cahier des charges. Vous avez de la même façon pour les camions, c'est-à-dire pour les véhicules lourds. Alors, vous avez deux catégories de véhicules lourds. Vous avez les véhicules de la classe 3 à 2 essieux, les véhicules de la classe 4 à 3 essieux et plus. Vous avez un tarif kilométrique qui est plafond, également indiqué, qui est de, alors de tête je l'ai pas, de 35 centimes d'euros par kilomètre en valeur 2021, enfin en valeur, je ne sais plus quelle date de valeur c'est, enfin en tout cas en euros constants. Voilà. Donc de la même façon que vous avez les tarifs plafonds pour les véhicules légers, vous avez les tarifs plafonds pour les poids lourds. Pour une bonne compréhension des membres de la commission d'enquête,